balancer, balancer, balancer. Faisons de positive. Faisons de positive. Faisons de positive. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Voici le 11e épisode de Balancer vos ondes positives avec une tribu enthousiaste. Et c'est Rodrigo Benkens qui ouvre le bal avec sa météo interne. Bonjour. Quelle est ta météo, Rodrigo? Détendu, mais déterminé. Nathalie Julie, merci Rodrigo. Moi, je suis joyeuse aujourd'hui. Alors, nous avons Isabelle de Mailleux. Bonjour. I'm feeling good. Nous avons Édouard Mondron. Salut tout le monde, je me sens participatif. Valérie Malice. Moi, je suis en forme parce que ce soir, je vais manger chez Marc Vossen. Ah, toi aussi? Et puis nous avons Fiona. Fiona Bonjour. Benkens. Moi, je me sens ancrée. Vous allez voir pourquoi. Ancré pour Fiona. Merci à tous et à toutes d'être là. Et ça commence par Mandela. Et Rodrigo. Rodrigo, c'est à toi. Créée en 1930, la Coupe du Monde de football se déroule pour la première fois de son histoire sur le continent africain, en Afrique du Sud. Comme le chante Shakira dans Waka Waka, It's time for Africa. Sensation, les deux finalistes de l'édition précédente, l'Italie et la France, sont éliminés dès le premier tour. C'est du jamais vu. Ce qui n'ébranle absolument pas le peuple sud-africain qui, de Pretoria au Cap, en passant par Bloemfontein, Port Elizabeth et Durban, encourage avec ferveur les Bafana, Bafana, le surnom des joueurs qui signifie en zoulou les gars, les gars. Et pourtant, le pays hôte n'atteint pas le second tour de l'épreuve. C'est également une grande première dans l'histoire de la Coupe du Monde. Nous sommes le 11 juillet 2010. C'est la finale que je m'apprête à commenter en télévision. C'est avec enthousiasme que je monte dans le premier des bus qui doivent mener les commentateurs au Soccer City de Johannesburg. C'est qu'avant cette finale qui opposera l'Espagne aux Pays-Bas, je vais commenter une cérémonie de clôture qui s'annonce absolument grandiose. Ce n'est pas la première fois que je me rends au Soccer City et j'ai toujours la gorge nouée quand je passe devant Soweto, le plus célèbre township d'Afrique du Sud, synonyme de bidonville, pauvreté et criminalité. Des maisons en carton, pas d'électricité, des enfants qui courent pieds nus. Ici, pas question de ralentir, c'est trop dangereux, répète le chauffeur de bus à chaque passage. Pour des raisons de sécurité, on nous déposera devant l'entrée principale du stade. Mais soudain, le bus s'arrête et ce message retentit. Tout le monde descend ici. Nous ne sommes plus dans une zone à risque, mais tout de même encore à plus d'1 kilomètre du stade. S'ensuit un bruit infernal. Cela vient des airs. Des hélicoptères de l'armée atterrissent à quelques mètres de nous. Entre journalistes, on se regarde sans comprendre vraiment ce qui nous arrive. Est-ce la guerre? Est-ce un attentat? Des militaires armés jusqu'aux dents bondissent hors des hélicoptères, alors que le bruit des moteurs et des hélices est de plus en plus assourdissant. Et c'est là qu'un homme en civil sort d'un de ces engins. Il est soudain à 5 mètres de moi. Je le reconnais. Je n'ai aucun doute, c'est Nelson Mandela. Wow. L'homme m'a toujours fasciné. Un mois plus tôt, dans l'avion qui me menait en Afrique du Sud, j'avais regardé le film Invictus. Nelson Mandela, c'est celui qui a mis fin à l'apartheid, un régime de ségrégation raciale systématique qui existait en Afrique du Sud entre blancs et noirs depuis 1948 et aboli en 1991. Symbole de la lutte contre le racisme, Mandela a été emprisonné pendant 27 ans et dans des conditions souvent difficiles, refusant même d'être libéré pour rester cohérent avec ses convictions. Ce dimanche, 11 juillet 2010, en fin d'après-midi, j'ai eu des frissons. J'ai eu la chair de poule en voyant d'aussi près un homme qui dégageait une telle lumière au point que j'étais littéralement hypnotisé. Quelques minutes plus tard, alors que Nelson Mandela venait de disparaître à bord d'une voiture officielle, on nous invita à remonter dans le bus. Et c'est là que mon consultant, lequel devait commenter la finale avec moi, eut ces mots stupéfiants. Mais enfin, Rodrigo, elle t'a frôlé et tu ne l'as même pas regardée. Elle? Qui ça, elle? Mais Shakira, me dit-il incrédule. Eh bien, c'est vrai, je ne l'avais pas vue. Il semble qu'elle soit aussi descendue d'un de ces hélicoptères, mais j'ai sans doute été victime d'un trouble déficitaire de l'attention, d'un état de somnolence magnétique provoqué par un homme
qui fut prix Nobel de la paix en 1993. Nelson Mandela s'éteindra 3 ans plus tard. Eddy Merckx et Pelé étaient les héros de ma jeunesse. J'ai pu leur parler, passer du temps avec eux. Mandela, je n'ai fait que croiser son regard, quelques secondes, un instantané, mais pour l'éternité. Wow. Merci Rodrigo. C'est touchant ça aussi. Moi j'ai fait une tournée en Afrique du Sud quand j'avais, je sais plus, 18-19 ans. On logeait chez l'habitant, donc c'était assez impressionnant. Et nous avons fait un concert à Soweto. Et d'ailleurs, les gens nous ont pris pour des frappadingues parce qu'on a marché du bus jusqu'à l'intérieur de Soweto et on a découvert après coup que c'était très dangereux. Et on a chanté dans cette église où il y avait encore des traces de balles parce qu'il y avait eu un massacre qui s'y était passé. Donc c'était très émouvant. Puis on était dans une école. Enfin bref, le tout était très très prenant. Et j'ai un petit garçon qui m'a interpellée. Je sais pas quel âge il avait. Il devait avoir, je sais pas, 5, non, un petit peu plus, 6-7 ans. Et il est venu me parler, et il m'explique « Oh, c'était beau les chants !» Et il me dit « Tiens, prends !» Et il me donne un bracelet qu'il avait avec 3 petites perles, là. Et moi, j'étais en uniforme après le concert, et donc j'avais rien sur moi. Je dis « Écoute, j'aurais envie de te donner un objet pour faire un échange, mais j'ai rien avec moi. » Et il m'a regardé, il m'a dit « C'est pas grave, tu donneras un truc à un petit garçon dans ton pays, et comme ça circule. » Il m'a dit. Ce petit garçon m'a donné une leçon que je n'ai jamais oublié. Merci Nat. Édouard. Un personnage que j'ai pu rencontrer de manière complètement inopinée. Aujourd'hui, on l'aime pas. Mais j'ai ressenti ce que tu as ressenti d'une manière ou d'une autre, que je ne vivrai à mon avis plus dans ma vie. C'est que j'ai croisé Elon Musk dans un couloir. Et on était 3, lui et son assistante. Ah oui, non, son garde du corps, parce que je voulais prendre une photo, évidemment. Aujourd'hui, on est tous avec nos appareils, on oublie que le cœur peut regarder à travers les yeux. Mais ça restera à un moment, parce que il s'est passé quelque chose. Le gars est un rêveur. On a parlé beaucoup du rêve récemment avec quelqu'un. Et il emmène quelque chose quelque part, à travers une vision, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et... ouais, j'ai de l'admiration pour ce genre de personnage qui, j'imagine que Nelson n'a pas non plus été apprécié dans son passé, d'où sa foi de rester et de rester intègre face à ses convictions. Il y a la même énergie pour un Elon qui reste d'une certaine manière associé et intègre vis-à-vis de ses convictions. Donc beaucoup d'admiration pour ce genre de personnage qui devrait rassembler à mon avis toutes les foules du football uniquement à travers sa présence et comme tu as pu le vivre, quoi. Oui, et du rugby avant, faut pas l'oublier, qui est quand même le sport national. Mais il y a, je vous dis, quelque chose que je ne sais pas expliquer. Tu as parlé de lumière. Oui, c'est dingue. Après, il y a des choses plus légères, évidemment. Un jour, peut-être qu'on vous fera une émission, Marc et moi, en parlant de nos rencontres avec Catherine Deneuve, avec Sophie Marceau, mais ce sera pour un autre épisode, n'est-ce pas, Marc? On est d'accord. Dans un tout autre registre, j'ai bien dit. C'est un beau teasing, ça, c'est un beau teasing. Val. Oui, je suis touchée et en même temps, quand je t'entends, je retrouve ça dans ces mots. Moi, je vis de citations. Et Nelson Mandela est une des 2 personnes où j'adore aller chercher ces citations. En tout cas, dans le côté masculin, il y a Einstein qui me guide beaucoup. Et sur le côté féminin, j'adore Mère Teresa et Sœur Emmanuelle. Voilà, ça, c'est vraiment des gens qui me portent. Et j'avais juste envie d'en partager une qui m'a beaucoup touchée quand je l'ai découvert, Nelson. C'est: personne ne naît en haïssant une autre personne à cause de sa couleur de peau ou de son passé ou de sa religion. Les gens doivent apprendre à haïr. Et s'ils peuvent apprendre à haïr, on peut leur enseigner aussi à aimer. Car l'amour n'est plus naturellement dans le cœur de l'homme que son contraire. C'est beau. Ouais. Merci Val. Merci beaucoup. On peut clôturer cette première chronique là-dessus. Et donc on n'aura vraiment pas parlé de Shakira. Et c'est très bien comme ça. Le silence et Nathalie. J'ai apprivoisé le silence. Notre quotidien lui laisse peu de place et pourtant, le silence est salutaire. Se lever dans une maison silencieuse. Déguster à pas doux cette ambiance à part. Se lever dans la quiétude
et la laisser résonner. Écouter pour écouter, pas pour répondre. Offrir son silence. Accueil inconditionnel. Mon parrain, en fin de vie, appréciait particulièrement ma présence à son chevet. J'osais me taire. Et nous créions ensemble un compagnonnage confortable où l'amour s'exprimait sans mots. Quand je supervise des jeunes coachs, je les invite souvent à laisser un temps de silence avant de réagir à ce que leur coaché leur raconte. Patienter, rester présent ou présente. Très souvent, la réflexion reprend, plus profonde, plus juste, plus aboutie. Si je me tais et que je laisse le silence s'installer, je crée un espace, une potentialité, une possibilité d'entendre vraiment ce qui vibre à l'intérieur. Et vous, auditrice, quelle est votre relation avec le silence ? En guise de mission ocytocine, je vous invite à contacter le silence, à l'extérieur, à l'intérieur, à petite dose pour commencer, généreusement si vous êtes déjà expérimenté. Sentez ce que ça crée en vous et autour de vous. Je vous souhaite des silences retentissants. Zoupiti zoup. Merci Nat. On a parlé de musique la semaine dernière et tu parlais de silence les silences entre les notes. C'est la pause Ouais. qui invite au repos. Ouais. Isa. Mais on parlait aussi dans l'émission précédente de la petite voix intérieure, et je pense que dans le silence, on peut entendre cette petite voix qui nous murmure plein de choses assez intéressantes. Ouais, exact. Fiona. Moi, j'ai fait une expérience, c'est d'aller courir sans musique. Et donc, c'est vrai qu'on vit dans une société où on se donne vraiment... Je vais aller courir, je vais écouter un podcast, je suis dans la voiture, je vais faire ceci. Donc, on est stimulé tout le temps, et courir n'est pas spécialement un vrai bonheur, mais ça me fait du bien, donc je le fais quand même. Et donc, la musique ou un podcast, en fait, ça m'aide à faire passer le temps plus vite. Et donc, je me suis dit, je vais faire l'expérience inverse, et je vais aller courir sans musique, sans téléphone, et donc sans temps et sans repères. Et la vérité, c'est que je me connecte beaucoup mieux à mon corps et que je cours du coup beaucoup mieux puisque je cours à mon rythme et pas au rythme de la musique. Et donc c'est intéressant parce qu'au début, courir sans musique, je me suis dit mais ça va être long, ça va être lent, ça va être chiant. Et finalement, j'apprécie beaucoup. Je suis d'accord avec toi, quand je cours, j'ai pendant longtemps écouté de la musique ou écouté des podcasts. Mais ça fatigue en fait. Ça fatigue. Notre attention est attirée par, et tu viens de le dire, notre attention est attirée par ce qui se dit et pas ce que l'on ressent, pas parce que le corps ressent. C'est impressionnant, quoi. Aujourd'hui, je cours sans musique et sans parole. Oui, et le principe même de la méditation, c'est de pouvoir aussi faire le silence de nos propres pensées, quoi. Et je la pratique tous les jours, et pour moi, c'est essentiel. Quand tu parles du silence, j'ai l'impression que c'est porté sur le bruit extérieur et éventuellement ça, mais après, il y a vraiment aussi faire le silence à l'intérieur de soi pour pouvoir recevoir quelque chose qui est plus grand que soi. Et j'ai envie de dire, c'est une hygiène psychique essentielle aujourd'hui. Rodrigo. Moi, je ne vais pas du tout dans votre sens. Moi, le silence me fatigue. Alors, c'est vrai que j'ai besoin, à certains moments, d'être seul, et on est bien d'accord qu'on a besoin de moments de silence, mais moi, ça me stresse. J'ai besoin d'avoir du bruit autour de moi, et moi, le silence, c'est comme si on me transperçait silence. Oui, enfin, voilà. Mais je respecte tout et je comprends et j'en ai besoin. Mais moi, il faut que ça bouge. Il n'y a rien à faire. Il faut qu'il y ait du bruit. Oui. C'est vrai que, moi, historiquement, j'avais tendance à remplir les silences. Et c'est quand j'ai osé me taire que je me suis rendu compte de la puissance du silence, en fait.
et de fait de tout ce que ça invite. Peut-être c'est ça qui fait peur. C'est la puissance du silence, parce que c'est vrai qu'un silence, on dit souvent dans l'argumentation, un silence est parfois beaucoup plus fort que le meilleur argument. Se taire, ça peut être terrible, ça peut être terrible quelque part quand on vous demande votre point de vue. Mais je peux encore progresser peut-être un peu. Soyons bien clairs, j'ai apprivoisé le silence, mais je continue à beaucoup parler. Ça fait quand même maintenant 2 mois que je m'en suis rendu compte. Merci beaucoup. Merci pour ces moments de silence. Le silence et les mots, c'est juste une question d'équilibre entre les deux, nous dit Valérie Malice. Le bruit peut être tellement envahissant pour nous et notre territoire. Et précisément, c'est de territoire dont Fiona va nous parler. Un territoire, c'est quoi au juste ? C'est une étendue de terre délimitée par des frontières. C'est une notion plutôt architecturale. Je vous promets qu'après 6 ans d'architecture, je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, mon métier, c'est d'aller plus loin que l'architecture. C'est de faire un lien entre l'espace et nos besoins. Si j'ai décidé de mettre le mot territoire à l'honneur, c'est parce qu'en réalité, ce terme représente pour l'homme bien plus qu'une simple frontière entre 2 espaces. Alors, quelle est ma définition du territoire ? Un territoire, c'est un lieu qui nous appartient. C'est un champ. C'est une bulle, une sphère, et certaines personnes parleront peut-être même d'aura. C'est notre espace de sécurité. Lorsqu'on se sent envahi dans notre territoire, c'est tout notre sentiment de sécurité qui vacille. Notre sentiment de sécurité est intrinsèquement lié à notre territoire. Regardons par exemple le comportement des animaux. Ils luttent pour leur territoire. Ils vont jusqu'à s'entretuer pour le défendre. Et au fond, les guerres, les conflits, ne tournent-ils pas autour d'une question de territoire ? Et ce, depuis des millénaires. Je vous invite à analyser le comportement d'un enfant. Je vous rappelle que les animaux et les enfants de moins de 5 ans sont nos meilleures boussoles. Ils fonctionnent exclusivement sur nos systèmes primitifs. Regardez l'importance qu'accorde un enfant à vous montrer sa chambre. Il s'en fout qu'elle soit en désordre. Ce qui l'intéresse, c'est de vous montrer son territoire. Ça répond vraiment à un besoin primaire. Et aujourd'hui, on s'en éloigne. Beaucoup. Je vais vous donner 2 exemples concrets. Le premier, c'est un exemple en entreprise. Plus personne n'a de bureau. Tout le monde s'assied où il veut. C'est ce qu'on appelle le flex desk. Est-ce que je vais contredire l'efficacité ou le gain économique de cette formule ? Bien sûr que non. En revanche, regardez les statistiques de turnover. Le turnover, c'est le nombre de va-et-vient dans une entreprise. Il est plus élevé que jamais. On a la bougeotte, c'est comme ça. Ce qui ne m'étonne pas du tout quand on fait le lien à travers de notre besoin de territoire. On n'a plus d'ancrage, plus de territoire, même plus un bureau qui nous appartient. Donc à quoi bon sentir qu'on appartient à une entreprise s'il n'y a même pas d'ancrage qui nous appartient ? Un second exemple, c'est le style de vie qu'on appelle nomade. Regardez le nombre de personnes aujourd'hui qui veulent voyager pendant de longues périodes. Je pense que le business de van est plus élevé que jamais aussi. Alors vous allez me dire, oui mais Fiona, la vie évolue, on n'a peut-être plus vraiment besoin de cet ancrage et de ce territoire. Sur ce, je vais vous répondre que votre cerveau rationnel n'en a peut-être pas besoin, mais que vos cellules, elles, en ont besoin de la tête aux pieds. Je rappelle, c'est un besoin primitif. Alors j'ai décidé aujourd'hui, au travers de cette chronique, de vous donner 3 conseils pour augmenter votre sensation de territoire et votre ancrage dans votre environnement de vie. Le premier conseil, c'est tout bête, mais c'est d'inscrire votre nom sur votre sonnette. Ça peut sembler dérisoire, mais croyez-moi, ça ancre votre présence, votre appartenance à un lieu et à votre territoire. Le deuxième conseil, c'est de respecter le territoire de votre enfant, si vous en avez, sa chambre. Dans l'idéal, on essaye d'éviter de poser des affaires des parents dans la chambre d'enfant. Ça va envahir son territoire. On essaye d'éviter de passer par la chambre d'enfant pour aller dans une autre pièce, ou de ranger sa chambre sans le prévenir quand il est à l'école. Vous allez voir, un enfant qui sent qu'il a son territoire arrêtera de foutre le bordel partout ailleurs. Parce que oui, mettre du désordre partout, c'est une façon de poser ses marques et ses empreintes. C'est un manque de territoire. Et finalement, le dernier conseil, si vous le pouvez, créez un espace qui est 100% le vôtre, même si vous vivez en famille ou en couple. Même si c'est un tout petit espace, que ce soit un espace de travail, de musique, de méditation, créez un espace qui vous appartient à 100% dans votre lieu de vie. Je vous promets, si chacun de nous apprend à cultiver son lieu et son lien au territoire, sa place, son ancrage, nous pourrions bien finir par vivre dans un monde avec beaucoup plus de paix. Merci Fiona. Le territoire. Avez-vous chacun et chacune un territoire ?
Alors moi oui, sauf que à un moment donné, je l'ai pas permis à mes enfants et je confirme en fait. C'est qu'à partir du moment où je suis plus du tout rentrée dans leur chambre et je me suis dit, je ferme la porte, je regarde plus rien, je fais même plus le ménage, il y a plus le bordel dans le reste de la maison. Bien sûr. Merci Val. Ouais, je résonne tellement avec ça, Fiona. Pour moi, les enfants, enfin, c'est leur chambre. Donc si c'est le bordel, c'est le bordel. Et vraiment, je lâche complètement là-dessus. Je n'ai aucune. Parce que moi, petite, j'avais une chambre qui était en bordel et ça me gavait que les gens rentrent et viennent se mêler de mon endroit, quoi. Et donc, je résonne 1000 fois. Et aujourd'hui, on avait une discussion. J'étais à l'école de la posture juste et on parlait justement de comment donner suffisamment de sécurité intérieure aux enfants pour qu'ils aient un champ énergétique qui soit suffisamment solide pour pas inviter les abus. Alors, bon, c'est peut-être un peu perché et en même temps... il y avait des trucs que je trouvais tellement évidents où il disait intégrité, territoire, identité. Donc un enfant doit avoir son intégrité, il doit avoir son territoire, il doit avoir son identité. Et si en tant que parent je peux respecter tout ça, je lui donne un sens de qui il ou elle est. Et finalement, il y a une autorité intérieure qui est beaucoup plus solide et qui lui permet d'avancer dans le monde avec beaucoup plus d'assurance, de sécurité, de bien-être, etc. Tu parles d'enfants, c'est la même chose pour les adultes. Hein, voilà, j'allais rebondir. Oui. En fait, les enfants, c'est intuitif, on le sait quand même plus ou moins. On oublie qu'on a besoin de la même chose en tant qu'adulte. Mais non. Tu fous le bordel partout. Ah, mais écoutez le silence, toi, Rodrigo. Moi, je peux parler, j'ai du vécu, hein, je peux vous dire. Alors, déjà, j'avais une maman qui rangeait tout le temps ma chambre. Tout le temps. À l'époque, sachez quand même, c'était un des rares vices que je n'ai plus. Je fumais beaucoup et maman venait même 5 fois par jour m'enlever mes cendriers. Non, c'était... Et alors, on a eu avec Fiona une énorme dispute. Enfin, une énorme dispute, n'exagérons pas. Ne dévoile pas tout, s'il te plaît. Non, justement, non, c'est pas du tout ce que tu crois que je vais dire. Ça, je n'oserais pas. C'est le honneur dispute. Ça, je n'oserais pas. Non, mais à un moment donné, je sais que j'ai occupé son bureau, mais je me suis fait enguirlander. Tu n'as rien à faire dans mon espace. Alors, d'abord, il y a la manière de le dire. Et puis, il y a surtout le fond. Je dis, mais ton espace, c'est quand même ma maison. Et donc, non. Et là, j'ai compris que, visiblement, en effet, la notion de territoire était très importante pour ma fille. Et maintenant qu'elle a quitté la maison, j'aimerais bien qu'elle revienne. Mais je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis. Tu dis, c'est ma maison. Mais comment ça se fait qu'on ne considère pas que notre maison, c'est la maison des enfants ? Tu vois, c'est leur maison aussi. Oui, mais en réalité, l'enfant, c'est sa chambre, son territoire. Ouais. Et l'enfant, c'est dans son enfin, non, c'est même plus de l'inconscient, c'est dans ses cellules. C'est que la maison, c'est le territoire des parents. Okay. Et donc, c'est vraiment pour ça qu'on travaille la chambre d'enfant avec tellement de profondeur. C'est parce que lui, dans ses cellules, sa chambre, alors, c'est son territoire. Alors, si les enfants ont envie de payer la maison, ils peuvent la payer, hein, pas de problème. Hein. Non, mais... Donc, tu sais ce qu'il te reste à faire. C'est pour ça qu'elle est partie. Voilà. Moi, j'ai l'impression parfois d'habiter chez mon chat, surtout. Hein. Ceci dit, les chats sont c'est des boussoles au niveau du territoire. Pourquoi est-ce que les chats font pipi partout ? C'est dès qu'il y a une problématique de territoire, ils vont les marquer avec leur territoire. Et chez les enfants qui font encore pipi au lit jusque tard, où il y a des problèmes au niveau urinaire, on va chercher tout ce qui est territoire. T'as fait vétérinaire aussi ? Oui. T'as vu ça ? Attends, mais ça m'intéresse parce que moi j'ai des amis où le chat fait pipi devant la porte de la chambre de l'aîné. Ça veut dire quelque chose ? On peut décoder, oui. Okay. T'es pas ici, mais... Je lui dirais d'aller explorer ça. Voilà. Et consultation à partir de... Mais plus dans le bureau chez moi. L'espace a été réoccupé par le silence. Ben allez, mesdames, messieurs, on se retrouve la semaine prochaine. Et ça va être super la semaine prochaine. On se retrouve. Allez, à bientôt. Ciao. C'est fini pour aujourd'hui. BVOP revient la semaine prochaine. Pour ne rien rater de nos aventures, abonnez-vous sur Spotify ou sur YouTube. Balancez vos ondes positives. Ou alors suivez-nous sur Instagram, bvop.podcast, ou encore sur la page Balancez vos ondes positives sur Facebook. Et pour terminer, comme la semaine dernière, le nouveau single de Moïse Fusen, Balancez vos ondes positives. À la semaine prochaine et n'oubliez pas, tant que vous le pouvez, balancez des ondes positives autour de vous.